l'univers de Didi Lawson n'était que chaos verni, fait de parfums coûtant plus cher qu'un loyer, de rires dissimulant le vide et de talons de créateurs claquant comme des avertissements sur les sols de marbre. Elle se tenait devant un large miroir dans son appartement au Perché, surplombant le pouls incessant de la skyline, regardant les lumières de la ville s'estomper dans ce genre d'obscurité qui tait toute vérité. Son téléphone vibrait à intervalles réguliers, des maris prenant des nouvelles, des excuses rodées, des promesses chuchotées. Elle leur souriait à tous, non par affection, mais par ce frisson familier que procure le pouvoir. Pour elle, le mariage était un mythe fragile, un costume que les gens endossaient pour masquer leur solitude. Et elle était celle qui arrachait ces costumes. Les hommes ne trompent pas parce qu'ils sont mauvais, avait-elle dit un jour à son mentor, Madame Sandra. Ils trompent parce que je leur rappelle qu'ils sont vivants. Ce n'était pas de la séduction, c'était de la conquête. Chaque larme d'une épouse était un trophée, chaque vœu brisé une médaille. Désormais, elle avait jeté son dévolu sur sa prochaine proie, Lucas Mansa, l'homme d'affaires que tout le monde décrivait comme fidèle, rigoureux et profondément amoureux de sa femme. Didi rit doucement en faisant défiler sa photo avec Adeline dans un article de presse vantant leur mariage parfait. Parfait, songea-t-elle, voyons voir ça. Elle ne chassait pas les hommes pauvres. Non, ses victimes étaient toujours ceux qui semblaient intouchables. Des hommes avec des épouses loyales, des foyers stables et le respect de la communauté. Plus l'homme était dévoué, plus douce était la chute. Ces séductions n'étaient jamais précipitées. Elles étaient architecturales, stratifiées de patience, de flatterie et de précision psychologique. Lorsque Didi décidait de ruiner un foyer, elle étudiait ses failles comme un érudit disséquant un texte sacré. Elle apprenait comment les épouses parlaient, comment elles souriaient, comment elles écoutaient. Et alors, elle devenait l'antithèse de tout cela. Elle était le mystère là où les épouses n'étaient que prévisibilité, le chaos là où elles n'étaient que calme. Tout en appliquant un rouge à lèvres carmin et en ajustant son foulard de soie, elle se murmura, chaque foyer heureux n'est qu'à une conversation de l'effondrement. À la tombée de la nuit, elle avait déjà orchestré son introduction auprès de Lucas. Son groupe hôtelier prévoyait de s'étendre à Cap Coast et Didi, sous couvert d'être consultante en images de marques touristiques, venait d'envoyer une proposition garantissant un rendez-vous en face à face. Elle se servit un verre de vin blanc, savourant sa fraîcheur amère. Quelque part dans la ville, une femme allait bientôt commencer à perdre son mari, sans même savoir que la fin avait commencé. Au cœur d'OSU, la demeure Mansa se dressait non comme un étalage de richesse, mais d'harmonie. La soirée bourdonnait doucement d'air de highlife classique et de conversation, alors qu'Adeline et Lucas recevaient des invités pour un dîner de charité en faveur des veuves. Adeline évoluait dans la foule avec une grâce sans ostentation. Son rire était de ceux qui font oublier aux autres leurs soucis. Lucas, grand et d'un calme olympien, gardait les yeux sur elle avec une admiration silencieuse. On murmurait qu'ils étaient l'exemple rare d'un mariage moderne réussi, respect mutuel, objectifs partagés et affection visible. Même leur personnel les adorait. Mais à l'autre bout de la pièce, une étrangère observait, posée, élégante, se fondant dans le décor avec aisance. Didi, vêtue d'un luxe discret, avait obtenu une invitation par le biais d'une relation d'affaires de Sandra. Ses yeux traquaient Lucas, comme s'il cartographiait un territoire. Pour elle, chaque regard, chaque sourire poli était un test d'entrée. Elle nota comment Adeline touchait son bras, comment Lucas répondait avec chaleur, et elle sourit. Plus ils ont l'air proches, plus ils s'effritent facilement, murmura-t-elle. À la fin de l'événement, Didi passa à l'action. Une rencontre accidentelle parfaitement minutée près du service de valet. Monsieur Mansa, j'ai adoré votre discours sur l'innovation dans l'hospitalité, dit-elle en tendant une main manucurée avec un enthousiasme calculé. Lucas lui retourna un sourire poli, désarmé par sa propre décence naturelle. Merci, mademoiselle. Lawson, dit-elle avec fluidité. Didi Lawson. Je suis spécialisé dans les partenariats de marques de voyage. Il y a peut-être une synergie à explorer. Son ton était professionnel, son regard légèrement taquin. Elle le laissa avec une carte de visite exhalant un léger parfum de gardénia pas trop fort, juste assez pour s'incruster dans l'esprit. Plus tard ce soir-là, alors qu'Adeline et Lucas se retiraient, elle le remarqua en train d'étudier silencieusement la carte. Une nouvelle partenaire, demanda-t-elle légèrement. Juste une consultante, répondit-il en la laissant tomber sur la commode. Mais Adeline avait vécu assez longtemps aux côtés de son mari pour reconnaître les plus infimes changements dans son ton. Elle ne ressentit pas encore de peur, seulement le murmure de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer.
Certaines femmes appellent cela de l'intuition, d'autres un avertissement. L'approche de Didi était toujours patiente, jamais désespérée. Au cours des semaines suivantes, elle envoya à Lucas des mises à jour professionnelles, des idées, des propositions, un humour inoffensif dans des emails porteurs d'une chaleur subtile. Lucas se surprit à répondre tard le soir, justifiant cela comme de la communication professionnelle. Didi ne demandait jamais plus. Elle écoutait simplement ses frustrations sur la gestion du personnel, sa fierté pour le travail caritatif de sa femme, son épuisement à devoir toujours montrer l'exemple. Son pouvoir ne résidait pas dans sa beauté, mais dans sa capacité à faire en sorte qu'un homme se sente compris. Là où Adeline était parfaite, Didi était imprévisible. Là où Adeline encourageait, Didi taquinait. Et peu à peu, elle commença à occuper de l'espace dans les pensées de Lucas. Un après-midi, ils se retrouvèrent pour un café afin de discuter de stratégie de marque. Didi portait un chemisier blanc simple, son ton empreint d'une confiance naturelle. Lucas remarqua qu'elle n'en faisait pas trop, ce qui ne la rendait que plus séduisante. Leur conversation s'étira au-delà des affaires, glissant vers des réflexions personnelles. Quand elle riait, ce n'était ni aigu ni forcé. C'était le genre de rire qui semblait arracher la sincérité aux autres. Pour la première fois, Lucas ne regarda pas l'heure. Pour la première fois, il envoya un message à Adeline pour dire qu'il rentrerait tard. Ce soir-là, alors que Didi se servait un verre d'eau et faisait défiler son téléphone, elle s'arrêta sur le contact de Lucas et sourit. Ferré, mais pas encore affamé, pensa-t-elle. De l'autre côté de la ville, Adeline était assise dans le salon, lisant un livre sur lequel elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle regarda l'horloge, puis le dîner intact qu'elle avait préparé. Une sensation de froid pressait contre sa poitrine, pas de la peur, pas de la colère, mais une douleur familière venue de son enfance, quand son père avait cessé de rentrer tôt. Elle expira lentement. L'histoire avait une fâcheuse tendance à se répéter, mais cette fois, elle ne serait pas la spectatrice silencieuse. Lucas avait toujours cru être immunisé contre la tentation. Mais la tentation, réaliserait-il plus tard, n'arrive pas toujours vêtue pour la séduction. Parfois, elle porte les habits de l'intelligence et de l'humour. Didi commença à lui envoyer de petites notes, des mèmes amusants sur les clients de l'hôtel, des liens vers des articles marketing. Lucas les trouvait inoffensifs. Adeline, cependant, remarqua une nouvelle lueur dans les notifications de son téléphone, brève, constante, privée. Elle ne dit rien. Le silence, après tout, hurle parfois plus fort que le soupçon. Au dîner, Lucas mentionna une consultante plus d'une fois. Adeline sourit faiblement, goûtant au malaise comme à une épice amère. Elle ne le confronta pas. Elle observa. L'observation était plus sûre. Elle rassemblait les preuves pendant que les coupables se révélaient d'eux-mêmes. Pendant ce temps, l'assurance de Didi grandissait. Elle envoya une note vocale à Sandra ce soir-là, l'épouse est douce mais prévisible. Il m'écrit déjà en premier. Le mois prochain, il en demandera plus. La voilasse de Sandra répondit, tu as l'air fier de cette destruction, Didi. Souviens-toi juste, chaque maison que tu brûles laisse de la fumée dans tes propres poumons. Didi éclata de rire. Alors je la respirerai avec du parfum. Cette même nuit, Adeline s'assit dehors sur la véranda, regardant le faible scintillement des lumières de la ville en contrebas. Elle ne voyait pas la beauté. Elle voyait des schémas. Son mari avait commencé à vivre derrière des écrans. Et alors qu'elle regardait le ciel s'alourdir de nuages, elle murmura, « Qui que tu sois, je te trouverai. » Ce n'était pas la jalousie qui la mouvait. C'était la mémoire. Quelque part au fond d'elle, un nom enfoui depuis longtemps tentait de refaire surface. La semaine suivante, Adeline rendit visite à son amie de longue date et thérapeute, le docteur Nana Ouzu. « Quelque chose change », confessa doucement Adeline. Ce n'est pas juste du soupçon. C'est une familiarité. Comme si j'avais déjà ressenti cette tempête. Nana écoutait calmement, prenant des notes. Veux-tu le confronter? Adeline secoua la tête. Pas encore. Je veux voir qui est cette femme. Je veux voir si mes instincts sont justes. Son ton était calme, mais bordé de quelque chose de plus froid, le son précoce de la stratégie. Nana l'a mis en garde, fais attention à ne pas te perdre dans la vengeance. Adeline eut un sourire ténu. Oh, je ne veux pas de vengeance. Je veux la vérité. La vengeance viendra plus tard, s'il le faut. Ce soir-là, alors que Lucas entrait sous la douche,
Adeline déverrouilla son téléphone. Ses mains ne tremblaient pas. Son pouls ne s'accéléra pas. Elle ouvrit simplement le fil de discussion marqué DL. Les mots sur l'écran confirmaient tout, plaisanterie douce, projet partagé. Une connexion qui dépassait le cadre professionnel. Elle lut lentement, méthodiquement, et s'arrêta sur une ligne, « Je n'ai jamais rencontré un homme si dévoué à sa femme. Je me demande si elle sait à quel point elle est chanceuse. » Ce message brûla silencieusement, non par jalousie, mais à cause de l'arrogance qui le renfermait. Adeline verrouilla le téléphone, marcha vers sa coiffeuse et fixa son reflet. Le visage qui la regardait était calme, mais plus dur qu'elle ne s'en souvenait. Elle se murmura, « Tu as brisé ma mère autrefois. Voyons ce que tu feras quand la fille ripostera. » Elle ne savait pas encore s'il s'agissait de la même femme que dans son passé, mais son esprit sentait déjà le fantôme. Didi Lawson traversa le hall en marbre de l'hôtel phare de Lucas comme si l'air lui appartenait. La réceptionniste sourit nerveusement, ses yeux traçant la tenue impeccable de Didi, le clic doux de ses talons, l'élégance qui accompagnait le danger. Didi ne remarqua ni l'admiration ni la peur. Elle ne remarquait que la facilité avec laquelle les gens lui ouvraient les portes. Elle maîtrisait le langage du charme, le sourire qui durait une seconde de trop, le regard empreint de curiosité mais dénué de besoin. Quand Lucas apparut de son bureau, elle lui adressa ce même regard, et ses murs soigneusement construits tremblèrent à nouveau. Ils entrèrent dans le salon pour discuter d'expansion commerciale, mais l'air entre eux s'épaissit d'une tension non dite. Lucas était le genre d'homme qui voyait la loyauté comme une armure, mais Didi était le genre de femme qui prenait plaisir à retirer l'armure pièce par pièce. Elle l'interrogea sur ses rêves, son stress, son mariage. Chaque question trempait dans l'empathie et la provocation subtile. Quand elle riait, ce n'était pas enjoué, c'était le genre de rire qui sonne comme un secret partagé. À la fin de leur réunion, Lucas avait oublié qu'ils avaient même parlé affaires. Plus tard dans la soirée, Didi se tenait devant sa baie vitrée, regardant la ville en mouvement. La nuit ne scintillait pas, elle pulsait. Le battement de cœur de la ville faisait écho au sien. Elle se servit un whisky et murmura, « Il est à moitié parti. » Pour elle, ce n'était pas de la romance. C'était de l'arithmétique, prévisible, mécanique. Elle l'avait fait trop de fois pour compter. Elle connaissait les phases, curiosité, justification, culpabilité, reddition. Lucas entrait dans la deuxième phase, le stade où un homme commence à défendre sa tentation avec des excuses comme « c'est juste de l'amitié ». Didi eut un sourire en coin. Elle avait vu des pasteurs tomber plus lourdement, des politiciens tomber plus vite. Elle lui envoya un message disant simplement « Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Ne laisse pas le monde drainer ce qu'il y a de beau en toi. » Lucas le fixa plusieurs minutes avant de répondre « Tu remarques trop de choses. » Dans une autre partie de la ville, Adeline était assise au bord de son lit, téléphone en main, rejouant la distance émotionnelle de son mari. Elle ne pleurait pas. Les larmes étaient pour les impuissants. Elle cartographiait son silence comme un stratège étudiant les mouvements de l'ennemi. Elle voyait comment sa voix changeait quand il prononçait le nom de Didi, comment son ton s'adoucissait en décrivant des questions de travail. Adeline n'avait plus besoin de preuves. Elle avait besoin de timing. Pour la première fois, elle écrivit dans son journal, « Trouve-la. Apprends-la. Brise-la en silence. » Ce n'était pas un cri pour la justice. C'était l'éveil de quelque chose de plus vieux et de plus froid en elle. L'écho d'une fille regardant le cœur de sa propre mère se briser des décennies plus tôt. 2 semaines plus tard, Adeline reçut ce dont elle avait besoin. Le message de Kofi, son nom est Didi Lawson. Fichier en cours d'envoi. Elle était au comptoir de sa cuisine quand elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos. Didi sortant de la voiture de Lucas. Didi ajustant ses lunettes de soleil en entrant dans son hôtel. La main de Didi effleurant probablement le bras de Lucas lors d'un rire. Adeline zooma sur le visage de la femme. Son pouls restait stable. Le nom ne lui disait rien, mais le visage. Ce visage avait le goût d'un déjà-vu sculpté dans la chair humaine. Elle se pencha plus près. Son souffle se coupa à mi-chemin entre l'incrédulité et la mémoire. Ce ne pouvait pas être elle. Ce ne devrait pas être elle. Mais l'inclinaison de ce menton, le sourire en coin délibéré, la beauté acérée dissimulant le venin. Tout appartenait à une seule femme de son enfance. La maîtresse de son père. La femme qui avait poussé sa mère à se noyer dans la douleur. Le fantôme qui avait volé son foyer. Didi Lawson.
La même femme, vieillie mais inchangée. Le destin ne tournait pas en rond. Il avait bouclé la boucle. Adeline ne cria pas, ne trembla pas, ne s'assit même pas. Elle éteignit simplement son téléphone et resta debout dans le silence un long moment. Ses doigts pressés contre ses lèvres. La maison autour d'elle semblait soudain plus petite, comme une scène sur laquelle elle était trop sage pour jouer. Elle marcha vers sa chambre, ouvrit le tiroir contenant le collier de sa défunte mère et l'agrafa autour de son cou. « Tu as dit que la douleur trouve toujours le chemin de la maison », murmura-t-elle à la femme absente. « Maintenant, elle frappe à la mienne, mais c'est moi qui répondrai. » Son reflet dans le miroir n'était pas celui d'une épouse au cœur brisé. C'était celui d'une chasseresse renaissant dans la peau de la grâce. Elle savait que ce n'était plus seulement à propos de son mari. C'était l'histoire qui frappait deux fois, et elle ne permettrait pas qu'elle résonne avec la même fin. Cette nuit-là, Lucas rentra tard à nouveau. Il marmonna quelque chose sur des réunions et des échéances, embrassa son front distraitement et alla se doucher. Adeline le regarda bouger. Son agitation était un aveu suffisant. Mais elle sourit doucement, embrassa sa joue et dit « Ne t'épuise pas, mon amour. Tu travailles trop dur. » Son ton était gentil, trop gentil. Lucas prit cela pour de la naïveté. Mais alors qu'il disparaissait dans la salle de bain, elle murmura dans un souffle « Et ainsi, ça commence. » Dehors, le tonnerre grondait au loin, pas le genre qui promet la pluie, mais le genre qui avertit le sol de se préparer à une purification. Adeline ne put dormir cette nuit-là. Des souvenirs vieux de 20 ans griffaient leur chemin vers son esprit. Le petit appartement où les sanglots de sa mère emplissaient le couloir. L'odeur du ragoût brûlé oublié sur la cuisinière. La lettre qu'elle n'était pas censée lire mais qu'elle avait lue. Elle a volé tout ce qui me rendait humaine, disait-elle. Et à côté de la lettre, une vieille photo. Son père avec une jeune femme souriant avec arrogance à l'objectif. Cette femme était Didi. La même mâchoire acérée. Le même feu froid dans les yeux. Adeline n'avait eu que 12 ans, mais elle n'avait jamais oublié ce visage. Maintenant, le même démon portait de meilleurs vêtements, évoluait dans des cercles plus riches. Mais son poison n'avait pas changé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une continuité. La vie, dans sa poésie cruelle, les avait réunis pour une fin inachevée. Au matin, Adeline se rendit sur la tombe de sa mère. L'air n'était ni chaud ni lumineux. Il était lourd, immobile, comme si l'atmosphère retenait son souffle avec elle. Elle s'agenouilla, touchant le nom gravé sur la pierre. « Tu m'as dit un jour que toutes les batailles ne finissent pas dans les larmes », murmura-t-elle. « Certaines finissent dans le silence, et je comprends enfin. » Sa voix se brisa une fois, puis se raffermit. Elle laissa une petite rose blanche, la préférée de sa mère, et se releva. Elle croit chasser mon mariage. Mais elle marche déjà vers ses propres funérailles. Il n'y avait aucune rage dans son ton, aucune hystérie. Seulement une certitude, celle née d'une longue mémoire. Dans l'après-midi, elle rencontra Kofi à nouveau. « Je ne veux pas juste la surprendre avec lui, » dit Adeline. « Je veux qu'elle sente l'effondrement de tout ce qu'elle a construit, lentement, magnifiquement, publiquement. » Kofi hésita. « Êtes-vous sûre, madame ? Ce n'est pas la loi. C'est de la vengeance. » Les lèvres d'Adeline s'incurvèrent légèrement. « Alors laissons la loi dormir un peu. La justice porte trop de parfum. » Elle le paya double et partit. Alors qu'elle rentrait chez elle, une calme satisfaction se répandit dans sa poitrine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'équilibre. Sa mère était morte de honte. Didi vivrait avec. Adeline commença sa performance avec soin. Elle devint plus silencieuse autour de Lucas, moins affectueuse, moins attentive. Elle arrêta d'appeler pendant ses heures de travail, arrêta de demander comment s'était passée sa journée. Elle le laissa croire que la culpabilité s'effaçait. Elle lui dit même qu'elle voulait prendre une courte pause pour s'aérer l'esprit. Lucas, soulagé, ne discuta pas. Il prit sa distance pour de la défaite, pas pour de la stratégie. Adeline jouait le rôle de la femme au cœur brisé, se rendant à l'inévitable. Elle savait que Didi observait. Les maîtresses se nourrissaient toujours de la faiblesse des épouses. Alors elle lui donna de la faiblesse, comme un appât. Derrière le rideau, elle déplaçait déjà ses pièces d'échecs. Nouveau compte, nouveau numéro, alliance discrète. Didi, quant à elle, prit le silence pour un triomphe.
Elle s'en vanta auprès de Sandra au déjeuner. Il est pratiquement à moi. L'épouse a l'air finie. Elle a abandonné. Sandra soupira. Tu parles comme la femme que tu as détruite autrefois, Didi. Y penses-tu parfois? Didi leva les yeux au ciel. Je ne vis pas dans le passé. Le passé, répondit doucement Sandra, n'a pas besoin de ta permission pour revenir. Mais Didi n'écoutait pas. Elle était trop occupée à commander du champagne, trop ivre de sa propre illusion de contrôle. Pour elle, le calme d'Adeline signifiait la victoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce silence était une tempête en répétition. À la maison, Adeline fit un spectacle délibéré de mélancolie, nuit tardive à fixer les murs, repas oubliés, sourire forcé. Mais dès que Lucas partait travailler, son calme devenait chirurgical. Elle contacta sa relation discrète au ministère du Tourisme pour vérifier les registres commerciaux de Didi. Ce qu'elle trouva la fit sourire froidement. Fausse facture, compte en double, partenariat non enregistré. Didi n'était pas seulement une briseuse de ménage, c'était une fraudeuse. Adeline se servit du thé, un léger sourire en coin se formant. Tu as joué à ce jeu trop longtemps, Didi, chuchota TL. Maintenant, c'est à mon tour d'écrire les règles. La semaine suivante, Didi reçut un appel d'une cliente potentielle, une femme riche planifiant une exposition internationale de voyage. La voix au bout du fil était professionnelle, élégante, inconnue. J'ai eu votre contact par un ami, dit la femme. Nous cherchons des consultants ayant de l'expérience dans la gestion de réseaux de voyage d'élite. Êtes-vous disponible pour une réunion? Les yeux de Didi s'illuminèrent. L'argent et le prestige l'excitaient toujours. Bien sûr, dit-elle avec onctuosité. Quand et où? Demain, 11h, à la salle de conférence des Impériales Suites, répondit la voix. Ce que Didi ignorait, c'est que la voix appartenait à Adeline elle-même, déguisée par un subtil filtre audio. La réunion était un piège, et Didi marchait droit dedans. À 11h précises, Didi arriva, vêtue impeccablement, confiante, portant son dossier de proposition. La salle de conférence, cependant, était vide, à l'exception d'un projecteur et d'une clé USB posée soigneusement sur la table. Curieuse, elle la brancha sur son ordinateur portable. Instantanément, l'écran se remplit d'images, capture d'écran de ses conversations privées avec Lucas, relevé bancaire la liant à des clients mariés, fausse facture qu'elle avait utilisée pour du chantage. Sa main se figea sur le pavé tactile. Puis une voix résonna à travers le haut-parleur, le ton calme et délibéré d'Adeline. Tu as bâti ta vie en détruisant des mariages. Je ne suis pas l'une de tes épouses en pleurs. Je suis la fille de la première que tu as anéantie. Le sang se retira du visage de Didi. Les murs semblèrent rétrécir. Son corps entier devint froid, comme si elle avait mis le pied dans sa propre tombe. Les lumières s'allumèrent. Adeline se tenait près de la porte, élégante, composée, d'un calme dévastateur. Didi se retourna, tremblante. Toi, balbutia TL. Tu ne peux pas être. Oh, je le peux, coupa Adeline en s'avançant. Te souviens-tu d'Evelyne Compson? La femme qui s'est ôté la vie parce que tu l'avais traitée de faible. Didi recula en titubant. C'était il y a des années. Exactement, chuchota Adeline. Tu as continué d'avancer, laissant des fantômes derrière toi. J'en suis un. Elle tendit à Didi une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvent les copies de tes dossiers frauduleux. Je ne les ai pas encore envoyés. Pour l'instant. Adeline marqua une pause, son regard impénétrable. Mais c'est toi qui décideras de la fin de cette histoire. Soit tu t'en vas, sans faire de bruit, et tu disparais de la vie de mon mari. Soit je m'assure que tu disparaisses aux yeux de tous. La main de Didi trembla en saisissant l'enveloppe. Adeline esquissa un sourire imperceptible. Oh, et Didi, cette fois, l'épouse ne prie pas pour obtenir pitié. Elle rédige ta nécrologie. Puis elle quitta la pièce, laissant dans son sillage son parfum et une fatalité inéluctable. Didi conduisit longtemps sans savoir où la route la menait. La ville défilait comme une foule refusant de croiser son regard. La voix d'Adeline repassait en boucle, ni forte, ni cruelle, simplement inévitable, ce qui était pire encore. Elle se gara devant un hôtel-boutique discret et resta immobile, les mains crispées sur le volant, comme si tout mouvement brusque risquait de faire effondrer les murs de son existence. Déchirant l'enveloppe,
elle parcourut les copies, factures falsifiées portant sa signature, numéros de compte qu'elle croyait invisibles, discussions horodatées transformant ses flirts en livres de comptes. Elle rit une fois, un son sec et brutal. Si une femme lui avait tendu ce dossier 1 an plus tôt, elle aurait crié au drame. Aujourd'hui, c'était de la géométrie, des lignes droites pointant vers une conclusion unique et brutale. Elle appela Sandra. Lorsque son mentor répondit d'un « Où es-tu ?» inquiet, Didi prononça la seule vérité qu'elle avait passé une décennie à fuir, une épouse m'a trouvé, et elle n'a pas peur de perdre. Le silence s'étira au bout du fil, puis Sandra dit, presque tendrement, alors c'est la seule que tu dois craindre. Ce soir-là, Lucas lui envoya 3 messages, tu vas bien? Je peux sortir, parle-moi. Didi fixa l'écran, tentait de taper une confession, un avertissement, une supplique, mais l'orgueil remonta comme une vieille habitude et étrangla chaque mot honnête. Elle répondit par un mensonge rodé, occupée avec un client. Demain. Elle savait ce qu'elle devait faire, disparaître, changer de numéro, laisser les hommes qui juraient autrefois dévotion apprendre à quel point ils oublient vite. Mais quelque chose de sauvage dans sa poitrine refusait de fuir, une voix qui avait survécu à la fin de l'enfance et à l'humiliation des chambres d'hommes riches, murmurant qu'aucune épouse n'écrirait sa fin. Elle passa 1 heure à imaginer une contre-attaque. Avocat, menaces, fuite dans la presse dépeignant Adeline comme une obsédée. Puis elle se souvint du projecteur, du calme, du dossier épais comme un verdict. Les contre-attaques ne fonctionnaient que contre la panique. Adeline ne paniquait pas. Elle planifiait. À l'autre bout de la ville, Adeline ferma le coffre-fort où reposaient les originaux et traversa la maison silencieuse, effleurant les objets qu'elle et Lucas avaient choisis ensemble, une lampe de leur premier anniversaire, le fauteuil qu'ils feignaient de ne pas aimer, les notes de remerciement encadrées du personnel hôtelier. Ses doigts planaient au-dessus d'eux, tendres et fermes, telle une conservatrice de sa propre histoire décidant de ceux qui survivraient à l'incendie. Elle appela Kofi et donna ses instructions avec la certitude d'un chirurgien en chef dans un bloc opératoire bondé, bloquer la publication, resserrer les taux autour des partenaires commerciaux de Didi, confirmer que le greffier a bien déposé le signalement anonyme concernant les irrégularités fiscales. En raccrochant, elle se tint au milieu du salon et laissa enfin un souvenir atterrir pleinement, le dernier soir de sa mère, comment le silence dans la maison avait résonné comme un verdict signé dans une autre pièce. Pas cette fois, dit-elle au meuble, à l'air, à la fille qu'elle était autrefois. Pas ma maison. Pas mon nom. Pas mon sommeil. Le lendemain de l'embuscade, Didi arriva au bureau de Lucas vêtu d'une simplicité désarmante, pas de rouge dramatique, pas de bijoux cliquetants, juste un chemisier pâle et ce genre d'immobilité que les hommes confondent avec de la blessure. Elle ne s'assit pas. Elle resta près de la fenêtre alors qu'il fermait la porte, la distance entrechargée comme un fil électrique. Ta femme sait, dit-elle d'un ton plat. Le visage de Lucas changea de quelques millimètres, ni choc, ni colère, mais un calcul naissant qu'elle reconnaissait chez les hommes qui comptent les coups avant de compter les péchés. Combien, demanda-t-il. Didi leva le menton. Assez pour m'achever, si elle le veut. Assez pour te salir, si elle est imprudente. Il fit les 100 pas, la main sur la nuque. Adeline n'est pas imprudente. Le fait atterrit entre eux comme un seau. Didi choisit l'honnêteté non comme une confession, mais comme un levier. Elle m'a donné 2 sorties, quitter ton orbite ou quitter ma vie entière. Je ne suis pas faite pour la prison, Lucas. Il se figea. C'était la première fois qu'elle laissait la peur filtrer à travers l'armure. Dès l'après-midi, la peur avait caillé en fureur. Didi retrouva Sandra dans un restaurant sombre où les ventilateurs de plafond chuchotaient comme des commères. Je ne serai pas humiliée, dit-elle en plantant son ongle sur la table. Je ferai fuiter l'info en premier. Je vais retourner la situation. Je dirai qu'il m'a harcelé. Je dirai que sa femme est malade. Sandra tendit la main, couvrant la sienne d'un geste qui avait jadis apaisé une adolescente désespérée et qui mettait maintenant au défi une femme adulte d'écouter. Tu as construit une maison sur des secrets et ensuite tu as essayé d'accrocher des miroirs dans le couloir. Tôt ou tard, tu allais te voir sous tous les angles. Didi se hérissa. Ne me fais pas la morale. La voix de Sandra s'adoucit pour devenir un avertissement. Alors écoute ceci comme de la logistique. Adeline ne t'a pas menacé. Elle t'a audité. Si tu attaques publiquement, elle ira sur le terrain juridique. Et les juges ne flirtent pas. Didi expira entre ses dents, le calcul redémarrant. Il devait y avoir un point de pression.
Chaque épouse parfaite en avait un frère, un scandale, une dette. Trouve-moi le sien, dit-elle enfin. Si je ne peux pas briser son mariage, je briserai sa réputation. Ce soir-là, Adeline rendit visite au pasteur Jonas sous prétexte de planifier une œuvre caritative. Il la fit entrer dans son bureau tapissé de livres, où le cuir chaud sentait les vieux conseils. Vous portez une lame dans votre poche, dit-il sans détour, étudiant son expression comme les médecins étudient des poumons sur un écran. Elle sourit sans nier. Je l'ai aiguisé moi-même. Il versa de l'eau, prit son temps, puis prononça le genre de phrase qui atterrit doucement et ne meurtrit que plus tard. La justice sans miséricorde engendre de nouveaux coupables. Elle but une gorgée, non pour gagner du temps, mais pour prouver qu'elle savait encore marquer une pause. La miséricorde n'est pas l'immunité, répondit-elle. Et la peur est parfois le seul berger qui pousse les loups à changer de pâturage. Il n'argumenta pas. Il pria, pas longtemps, pas fort. Lorsqu'elle ressortit dans le couloir, le monde sentait l'encre de photocopieuse et les listes d'un enterrement plus bas dans la rue, et elle pensa, je n'ai pas besoin que les cieux m'applaudissent. J'ai seulement besoin qu'ils n'interfèrent pas. Le premier coup d'Adeline ne fut pas une feuille à scandale. Ce fut un murmure adressé aux hommes qui détestaient passer pour des victimes. Par l'intermédiaire de Kofi, des dossiers confidentiels arrivèrent sur des bureaux choisis. Des agents de conformité, un adjoint à l'administration fiscale, un investisseur dont les patients portaient des costumes couleur salle d'audience. Les dossiers ne criaient pas à l'adultère. Ils diagrammaient la fraude, croisaient les transferts, accompagnaient le tout de lettres de couverture polies, nous sommes convaincus que votre bureau traitera ceci avec discrétion. Là où les ragots brûlent vite et meurent, la paperasse couvée se propage en souterrain. En milieu de semaine, 3 des sociétés écrans de Didi furent poliment priées de clarifier certaines transactions. Une banque signala son compte pour activité inhabituelle, la façon bureaucratique de vous dire que votre rythme cardiaque est désormais sur un écran. Didi se dit que c'était une coïncidence, puis se dit que c'était surmontable, puis cessa de se dire quoi que ce soit et appela le seul homme dont la panique pouvait valoir quelque chose. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle à Lucas. Il hésita juste assez longtemps pour laisser un bleu. « Dis-moi où envoyer un avocat, dit-il. Et elle entendit, sous ces mots, la honte d'un homme évaluant son imprudence en frais juridiques. Cette nuit-là, Didi organisa un dîner d'urgence avec 2 clients qui lui devaient des faveurs, un vice-ministre et une magnate des cosmétiques dont elle avait un jour reconfiguré le mariage comme on déplace des meubles. Les couverts du restaurant scintillaient de la propreté des choses qui n'ont jamais connu la hâte. Elle argua qu'une campagne de diffamation était en cours. Elle roucoula que les hommes puissants étaient plus tendres que leurs costumes et qu'elle les avait toujours protégés. Le vice-ministre sourit avec ses lèvres, mais pas avec ses yeux. « Le monde ne vous pourchasse pas, dit-il. Le monde fait le ménage. » La magnate tamponna sa bouche et parla comme si elle discutait de retard d'expédition. « Si votre nom devient coûteux, je dois changer de fournisseur. » Didi avait prévu des menaces. Elle découvrit qu'elle s'exerçait aux adieux. Chez elle, Adeline regardait les premières preuves de l'impact arriver comme des moineaux sur un fil. Des messages courts, moins assurés que la veille. Des rendez-vous reportés avec une politesse qui semblait plus froide que des annulations. Elle mit la bouilloire en marche et s'assit à la table de la cuisine où elle et Lucas avaient l'habitude de débattre des menus et des budgets. Elle pensa à l'appeler pour lui dire « Regarde combien de dégâts tiennent dans un dossier », mais elle ne le fit pas. Le silence fonctionnait, et le silence avait été refusé à sa mère. Elle prit un stylo et écrivit la phrase qu'elle répéterait pendant des années lorsque la tentation de jubiler lui tirerait la bouche, « Nous ne punissons pas. Nous empêchons la récidive. » Dehors, une moto de livraison passa en trombe comme une rumeur pressée, et la maison retint son souffle pour la suite. La confrontation aurait pu être théâtrale. Adeline s'assura qu'elle fut précise. Lucas rentra chez lui pour trouver la table à manger débarrassée, un unique dossier en son centre, comme si leur mariage avait été réduit à une affaire en attente de signature. Elle ne simula ni larmes ni assiette brisée. Elle lui servit de l'eau et lui demanda de s'asseoir. « Je sais, dit-elle, et elle posa les preuves entre eux avec la douceur de quelqu'un couchant un enfant endormi. Il ne toucha pas au papier. Il la regarda comme les hommes regardent les sorties de secours qu'ils auraient dû emprunter plus tôt. Elle ne lui dit rien qu'il n'ait déjà péché. Elle lui dit tout ce qu'il avait refusé de mesurer, date, mensonges, dépenses qui se lisaient comme des reçus de trahison. « Ce n'est pas un tribunal, dit-elle, alors tu peux garder tes remords répétés. C'est un inventaire.
je ne serai pas l'épouse qui négocie avec l'humiliation. Pour la première fois, il sembla petit dans ce fauteuil qui lui avait toujours si bien allé. Il chercha le plus vieux rituel du livre, l'excuse, et trouva les pages collées ensemble. Ce n'était pas censé être sérieux, dit-il, la phrase que les hommes utilisent quand leur sérieux est révélé par les conséquences. Alors pourquoi as-tu pris une chambre d'hôtel, demanda-t-elle sans colère. Il baissa les yeux vers le dossier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y avait une innocence dans cette question qui aurait été charmante si ce n'était pas le genre d'innocence qui enjambe le sang pour demander son chemin. Adeline exposa ses conditions, non comme une punition, mais comme une architecture. Il se retirerait temporairement de ses fonctions exécutives pour protéger la maison de la fumée que tu as invitée. Il divulguerait chaque paiement fait à Didi. Pour que je n'apprenne pas plus tard par une banque que mon nom est ridicule. Il suivrait une thérapie, non pour gagner le pardon, mais pour acquérir une littératie dans le langage des dégâts. Et nous nous séparons, ajouta-t-elle. Elle regarda le mot quitter sa bouche et flotter dans la pièce comme un lustre qui avait toujours été la mais que personne n'avait allumé. Plus tard cette nuit-là, quand la maison ne fut plus que bois et air, Lucas dormit dans la chambre d'Amy et Adeline se tint dans le couloir où les deux portes se faisaient face comme une leçon. Elle sentit le chagrin arriver non comme une inondation, mais comme une fine poussière se déposant sur tout. Le lit où le rire avait l'habitude d'effacer la journée, la photographie dont le verre la reflétait désormais différemment. Elle laissa la poussière reposer. Elle ne balaya pas. Nettoyer trop vite aurait été mentir sur le désordre qui avait été créé. Dans le calme, son téléphone s'illuma d'un message d'un numéro inconnu. Tu as gagné cette manche. Pas de nom, pas de fioriture. Elle savait que c'était Didi, car seule une femme qui n'a pas encore appris la reddition écrit comme un soldat rédigeant une suite. Adeline ne répondit rien. Certaines victoires sont gâchées par les applaudissements. À la fin du mois, le sol sous les pieds de Didi cessa de prétendre être un sol. Les lettres polies du fisc développèrent des dents. Un greffier écorcha son nom de famille en tamponnant une citation à comparaître qui sentait légèrement le tonneur et les gros titres futurs. Son restaurant préféré lui refusa sa table habituelle parce qu'un déjeuner de donateur l'avait soudainement réclamé, et elle comprit, avec une clarté nauséeuse, que la ville répétait sa disparition par petites touches. Elle traversait les jours comme si la gravité avait été ajustée pendant son sommeil. L'avocat payé par Lucas était efficace pour les reports, mais pas pour l'absolution. Il lui conseilla de liquider 2 sociétés pour l'image. Elle signa les papiers d'une main qui avait jadis signé l'amour avec plus de conviction. La nuit, elle faisait défiler de vieilles photos prises dans des salles de bain au bon miroir et essayait de localiser la femme qui avait l'habitude de se sourire à elle-même comme une complice. Tout ce qu'elle trouvait, c'était du maquillage discutant d'endurance avec la peau. Elle alla voir Sandra, s'attendant à moitié à du réconfort, se préparant à moitié à un sermon. La femme plus âgée ouvrit la porte avec des yeux qui avaient connu trop de départs. « Tu m'as appris à grimper, dit Didi, une supplique enveloppée dans une accusation. » Sandra soupira. « Et je t'ai appris à construire des garde-fous, pas juste des échelles. Tu as aimé la vue et tu as oublié les garde-fous. » Didi ne voulait pas de métaphore. Elle voulait une carte de sortie. « Donne-moi quelque chose sur Adeline, » exigea-t-elle. Sandra secoua la tête, la gentillesse du refus plus dure que la colère. La mort de sa mère l'a rendue fluente dans l'art des fins. On ne peut pas mieux finir qu'une femme comme ça. Pour la première fois, les genoux de Didi semblèrent peu fiables. Elle s'effondra dans une chaise et couvrit son visage, non par honte, mais sous le choc de rencontrer enfin quelqu'un qu'elle ne pouvait pas surpasser en cruauté. Quand elle baissa les mains, Sandra plaça une petite photo usée sur la table. Didi a 19 ans, les bras croisés, le menton défiant le monde. « Fais-la revenir, » dit Sandra, « avant que le monde ne garde ce qu'il en reste. » Lucas, pendant ce temps, apprit que les investisseurs préfèrent les mariages qui ressemblent à des banques stables. 2 se retirèrent, temporairement, un mot qui a un goût de définitif quand l'argent le prononce. Le conseil d'administration convoqua une réunion dont l'ordre du jour ressemblait à un diagnostic, continuité du leadership. Il écouta les explications sur l'intégrité de la marque, la perception des parties prenantes, l'atténuation des risques, tous les synonymes pour « tu nous as fait paraître mortels ». Lorsqu'un vote fut passé pour qu'il se retire pendant un trimestre, il hocha la tête comme s'il l'avait recommandé, et après, il s'assit dans sa voiture, écoutant l'habitacle tic-taquer en refroidissant, le son lui rappelant les horloges de laboratoire qui mesurent le moment exact où les produits chimiques décident de devenir de nouveaux éléments. Chez lui,
il envoya un message à Adeline, « Je fais ce que tu as demandé. » Elle répondit des heures plus tard par une phrase qui n'était ni cruelle ni consolante, « Bien. Maintenant fais ce que je n'ai pas demandé et redeviens quelqu'un qu'on peut aimer en toute sécurité. » Il fixa le message jusqu'à ce que les mots se réorganisent en un ordre que seule la décence pouvait obéir. La ville trouve toujours un moyen de se régaler du scandale, et le nom de Didi arriva sur son menu du matin sans avertissement. Ce qui avait commencé comme un murmure parmi les financiers se transforma en gros titre avant le déjeuner. Consultante de haut profil sous enquête pour transactions frauduleuses. Les articles ne mentionnaient ni Lucas ni Adeline, mais Internet n'avait pas besoin de phrases complètes pour construire des insinuations. Les captures d'écran se multiplièrent. Les podcasts spéculèrent. Les hashtags évoluèrent comme des champignons. Didi essaya de se dire qu'elle survivrait, que la beauté et l'audace l'avaient portée à travers pire. Mais cette fois, la beauté semblait ornementale, et l'audace sonnait comme le rire d'une personne que personne n'écoutait. Chaque appel qu'elle passait mourait sur la messagerie vocale. Le gardien de l'immeuble commença à la saluer avec un évitement poli. Même son chauffeur, autrefois trop loyal, se souvint soudainement de courses à faire quand elle avait besoin de trajet. La honte avait une odeur, et elle pouvait la sentir s'accrocher à son parfum. Pendant ce temps, Adeline ne célébrait pas. Elle observait depuis la fenêtre de son bureau alors que son téléphone vibrait de liens envoyés par des connaissances qui supposaient qu'elle trouverait satisfaction à voir le karma de la briseuse de ménage. Mais la satisfaction n'était pas ce qu'elle ressentait. Ce qui remuait en elle était quelque chose de plus lent, un mélange de mélancolie et d'achèvement, comme une blessure réalisant qu'elle pouvait enfin cicatriser. Elle ne s'était pas attendue à ce que la cruauté de la ville dépasse son plan. C'était comme si la société avait attendu la permission de dévorer l'une de ses anciennes idoles. Elle ferma les stores et murmura une petite prière, non pour le pardon, mais pour mettre de la distance entre son but et l'appétit de la foule. La vengeance, quand elle est manipulée par trop de mains, devient vulgaire. Elle voulait de la dignité, même dans l'injustice. Didi, acculée, rendit visite à l'un de ses anciens amants pour obtenir de l'aide, un politicien dont elle avait jadis fait exploser le mariage comme une expérience. Il la rencontra dans un restaurant discret, les yeux fuyants. « Tu t'es adressé au mauvais homme, dit-il, sans méchanceté. Le pouvoir ne protège pas le passé, il l'édite. » Elle réalisa, avec la clarté de quelqu'un soudainement sobre, qu'elle avait bâti un royaume sans loyauté. Tous ceux qui avaient un jour promis une gratitude éternelle avaient secrètement rédigé une clause de sortie. Ce soir-là, elle s'assit seule dans son salon alors que la télévision repassait sa chute en phrases polies. Elle éteignit l'écran, fixa son reflet et murmura, « Tu voulais être inoubliable, et tu le es. » Son rire sortit sec, un fantôme répétant son propre écho. La pluie ne tomba pas cette nuit-là. Elle traqua, arriva de travers, un froid impatient. Didi sortit d'un taxi et marcha les derniers mètres jusqu'au portail d'Adeline, trempé, son mascara traçant la géographie de la défaite. Elle martela le métal jusqu'à ce que la lumière de sécurité s'embrase. Le gardien hésita, mais la voix d'Adeline dériva depuis le balcon, « Laissez-la entrer. » Didi pénétra dans l'enceinte, ses talons glissant sur la pierre mouillée, son souffle frissonnant. « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement tué ?» hurla-t-elle, sa voix portant cette dignité brisée des gens qui savent que le monde ne leur doit plus rien. Adeline descendit les marches lentement, son parapluie posé au-dessus d'elle comme une couronne de calme. « Parce que je ne suis pas ton miroir, dit-elle doucement. Te tuer ferait de moi une autre toi. » Didi tomba à genoux, puis les larmes indiscernables, son maquillage se dissolvant en confession. « Je ne me souvenais pas d'elle. »« Ta mère, balbutia-t-elle. J'étais jeune, affamé. Je croyais que je survivais. » Adeline écouta, impassible mais pas cruelle. De la façon dont on écoute une langue qu'on ne parle plus. « Tu appelais sa survie, répondit-elle, mais tu te nourrissais de la paix des autres femmes. » Didi leva les yeux. « Et tu t'es nourri de ma destruction. Ne prétends pas que tu n'as pas apprécié ça. » L'honnêteté les piqua toutes les deux. Pendant un instant, la pluie s'arrêta comme en attente d'un jugement. Adeline inspira lentement. « L'appréciation n'est pas ce que c'était, dit-elle. C'était un héritage retourné à l'envoyeur. » Le tonnerre craqua, assez proche pour faire vibrer leurs côtes. Didi se tenait tremblante. « Tu as gagné, dit-elle. Tu as tout pris. » Adeline inclina son parapluie, laissant l'eau former un rideau entre elles. « Non, répondit-elle. Il te reste du temps,
et c'est la punition la plus lourde. Elle se tourna, marchant vers la maison. Didi resta sous la pluie jusqu'à ce que le gardien s'approche doucement avec une serviette qu'elle ne prit pas. Quand les portes se refermèrent derrière elle, le bruit ne fut pas métallique. C'était une finalité, l'écho d'une porte de scène se scellant sur une actrice qui avait oublié son texte. Les jours saignèrent les uns dans les autres comme l'encre et l'eau. Didi cessa de répondre au monde. Ses téléphones restèrent morts. Ses miroirs faisaient face au mur. Puis, un soir, elle commença à écrire, non pour être publiée, non pour le pardon, mais pour respirer. La lettre s'étira sur 15 pages, moitié confession, moitié autopsie de sa jeunesse. Elle écrivit sur la pauvreté qui lui avait d'abord appris que la beauté pouvait être une monnaie, les nuits où elle confondait conquête et validation, les triomphes creux, les noms des épouses dont elle se souvenait encore entendre les pleurs à travers les murs fins des hôtels. Je pensais que briser les autres me rendait incassable, écrivit-elle, mais je suis seulement devenue transparente. Son écriture tremblait mais ne s'arrêta pas. Elle signa la dernière page de son nom complet, un nom qu'elle avait toujours raccourci pour paraître moderne, et scella l'enveloppe avec une résolution tremblante. Elle l'envoya à Adeline sans adresse de retour. Le coursier la remit 2 jours plus tard, alors qu'Adeline taillait les lys préférés de sa mère près de la véranda. Elle l'ouvrit avec précaution, s'attendant à du venin, et rencontra à la place une sorte de vérité calme et nue. Chaque paragraphe se lisait comme quelqu'un pelant sa propre peau. À la 10e page, les mains d'Adeline tremblaient. À la dernière, elle pleurait, non par pitié, mais par reconnaissance. La douleur, s'avérait-il, n'était pas héritée par le sang, mais par le comportement, et elles avaient toutes deux été porteuses. Elle plia les pages, les plaça dans son tiroir à côté de la photo de sa mère, et murmura, « Elle se souvient maintenant, maman. » Ça suffit. Cette nuit-là, Adeline rêva qu'elle se tenait près de la mer, la même près de la vieille maison de sa mère, regardant les vagues effacées des empreintes de pas. Dans le rêve, elle n'était pas sûre si la mer appartenait au pardon ou à l'oubli, et peut-être que cela n'avait pas d'importance. Lorsqu'elle se réveilla, l'aube n'était pas encore arrivée. Le monde derrière les rideaux était gris, incolore, sans jugement. Pour la première fois depuis des mois, elle inspira sans entendre d'écho. La vengeance, semblait-il, avait terminé son service et était partie discrètement, ne laissant derrière elle que de l'air immobile. Des mois plus tard, Adeline reçut un appel de Kofi. « Vous devriez peut-être voir ça. » Il lui envoya une photo, Didi vêtue simplement, debout parmi des femmes dans un centre communautaire à Dunois, animant un atelier sur l'estime de soi pour les veuves et les épouses abandonnées. L'image était désorientante. Fini le vernis prédateur. À sa place se trouvait quelqu'un de plus petit, sans garde, presque tendre. Adeline ne répondit pas à l'appel. Elle imprima la photo, la fixa sur son bureau, et réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. La vengeance qui l'avait libérée portait aussi la graine de la renaissance d'une autre femme. La symétrie de la vie pouvait être cruellement généreuse. Elle décida de voir par elle-même. Lorsqu'elle arriva au centre, elle n'annonça pas son nom. Elle se tint au fond de la petite salle où l'air sentait la craie et l'espoir. Didi parlait à un cercle de femmes de la reconstruction de la dignité, sa voix instable mais sincère. « Vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous ne possédez pas, leur disait-elle, alors commencez par revendiquer vos erreurs. » Les femmes applaudirent doucement. Adeline sentit quelque chose de chaud et de confus monter en elle, fierté, incrédulité, libération, tout se mélangeant jusqu'à ce que rien ne soit reconnaissable. Quand la session se termina, elle partit discrètement, laissant une rose blanche sur le pas de la porte avec une note qui disait « La paix commence là où s'arrête la vengeance ». Didi la trouva plus tard, la lut une fois, et la pressa contre son cœur. Elle ne savait pas qui l'avait laissée, mais elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, elle s'agenouilla près de son lit étroit, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis l'enfance, et dit la prière la plus simple dont elle pouvait se souvenir, « Merci de me laisser être assez petite pour recommencer. » Dans une autre partie de la ville, Adeline regarda son mari endormi, reconstruisant encore la confiance de manière calme et maladroite, et sentit quelque chose proche de la miséricorde fleurir en elle. Ce n'était pas le pardon, c'était une évolution. Les années défilèrent comme une eau calme, portant les deux femmes vers des rivages plus doux. Didi dirigeait maintenant un centre de conseil pour femmes trahies ou brisées par l'amour. Elle n'utilisait jamais son nom de famille publiquement. Le monde n'en avait plus besoin. Les murs de son bureau portaient des croquis faits par les femmes qu'elle aidait, des cœurs avec des fissures dessinées comme des rivières, des visages tournés vers des cieux invisibles.
Parfois, des journalistes venaient, attirés par l'ironie de sa transformation, et elle souriait et disait « Chaque destructeur est juste un survivant qui a oublié ses limites ». Il notait cette phrase, sans réaliser que ce n'était pas de la philosophie, c'était une pénitence. La nuit, quand le bâtiment se vidait, elle s'asseyait seule à son bureau, touchant la rose blanche qu'elle avait séchée et encadrée, lui murmurant comme si elle pouvait encore entendre « J'apprends encore à être inoffensive ». Adeline Oldernau dirigeait la fondation caritative qu'elle et Lucas avaient rebâtie sur les ruines de leur mariage. Ils ne prétendaient plus à la perfection. Ils vivaient à la place dans une sorte de paix transparente qui ne craint pas les fissures, car la lumière voyage mieux à travers elle. Aux anniversaires du décès de sa mère, elle visitait la même tombe en laissant 2 roses, une pour la femme qui l'avait mise au monde, et une pour la femme qui lui avait appris que même la douleur peut être recyclée en guidance. Elle n'avait plus besoin de répéter la victoire. Gagner, avait-elle appris, est plus silencieux que l'endurance. Un après-midi, des années plus tard, le destin mit en scène son épilogue silencieux. Adeline entra dans un séminaire lors d'une conférence sur la réhabilitation des femmes et trouva Didi sur scène s'adressant à la foule. Leurs yeux se rencontrèrent à travers les rangées de visages. Didi ne s'arrêta qu'un battement de cœur, puis continua de parler. Certaines erreurs deviennent des monuments. Nous ne les démolissons pas. Nous plantons des fleurs à leur base pour que les gens sachent ce qu'il ne faut pas reconstruire. L'auditoire applaudit. Quand l'événement se termina, elles ne se parlèrent pas. Elles échangèrent seulement un petit signe de tête, 2 survivantes reconnaissant l'architecture de ce qu'elles avaient toutes 2 détruit et rebâti. Et alors qu'Adeline marchait dans la brume de l'après-midi, elle comprit enfin que la plus grande vengeance n'est pas la ruine et que le pardon le plus vrai n'est pas l'oubli. C'est passer devant son ancien ennemi et réaliser que l'on n'a plus besoin de se retourner. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de revenir pour la prochaine histoire incroyable.